La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Au début de 1959, De Gaulle refait un grand ministère. Alors, que faire de Malraux? Et apparemment, c'est Pompidou, alors directeur de cabinet, très proche conseiller du général, qui lui dit, mais la culture, voilà, par exemple, là, c'est un peu... En France, un ministère de la culture, c'est très bien, ou les affaires culturelles. Propose ça à Malraux, qui est un des plus grands artistes contemporains. Quand il parlait de culture, il a dit des choses absolument fulgurantes et passionnantes, mais il a aussi dit que c'était un supplément d'âme. Alors, un supplément d'âme... ça doit pas coûter bien cher, n'est-ce pas? Le général de Gaulle était en matière de dépenses extrêmement radin. C'est un grand homme qui lâchait les sous. Les siens, c'est pas la question, bien sûr qu'il... Mais il n'en avait pas d'ailleurs. Mais les sous de la France, non. En matière de cinéma, Malraux avait des choses à dire et à faire. Il eut le courage de dénoncer régulièrement la vision commerciale du CNC qui, selon lui, depuis 1947, ne favorisait aucunement le cinéma d'auteur. Je trouve très bien que Langlois, fou de cinéma, s'est arrangé pour faire de la cinémathèque sa chose. À la fin de la soirée, il y avait une recette. Bon, et il disait... bon, ben, voilà la recette, bon, ben, Alexandre, voilà, on voit un peu, puis on voit un peu, puis voilà. C'est quand même pas une manière de gérer la cinémathèque. N'importe qui vous dira que c'est pas possible comme ça. C'était un fou, un délirant, un amant de sa maison. Les films, c'était absolument sacré. Il n'y avait rien de plus sacré au monde qu'un film. Il aurait tué pour des films, Langlois. C'était vraiment un fou, mais c'était sa grandeur, son talent, c'est pour ça qu'on l'aimait aussi. On a tous défendu Langlois, et moi j'ai rappelé une phrase qu'avait dit Fritz Lang: je n'ai pas de patrie, pas de famille, mon seul tombeau c'est la cinémathèque, tout ce que j'ai, je le lègue à Langlois. Si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque. Alors n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française. Pompidou n'était pas fanat. Mais il était fair-play, il a dit, du moment que le jury a choisi, je m'y rallie. Mais le simple mot « je m'y rallie » voulait bien dire que c'était faute de mieux. En rentrant à l'Élysée, je me souviens, il m'a dit « ça y est, j'ai vu le projet, c'est probablement formidable, mais ça va faire crier ». Et Beaubourg est devenu la première des maisons de la culture voulues par Malraux. Le problème, c'est que c'est pas Malraux qui l'a faite, c'est Pompidou. Georges Pompidou m'a donné audience, et puis ses instructions étaient brèves, et il m'a fait simplement... Chaque administration en faisait un petit peu à sa tête, hein. Et puis j'ai trouvé des gauchistes installés dans toutes les administrations. On n'était pas loin de mai 68, rappelez-vous. Je l'ai appris, en vérité, je vais vous le dire comment, par Michel Charasse, qui, à l'Élysée, c'est un homme qui sait tout faire, tapait à la machine lui-même la liste des membres du gouvernement, lui-même pour éviter les fuites. J'ai harcelé François Mitterrand, il faut le dire, souvent sur les questions budgétaires, et notamment à ce moment-là, pour insister sur 1%. Et puis, au cours du mois de juin, il me dit, franchement, ce ne serait pas raisonnable. Ce 1%, il faut le réaliser en 4-5 ans. Vous auriez trop d'argent et ce ne serait pas raisonnable. Donc je vous propose que pour la première année, nous fixions comme pourcentage 0,75. J'arrive au Conseil des ministres où l'on devait examiner le projet de loi de finances présenté par Laurent Fabius, et je découvre que le ministère des Finances a fixé comme enveloppe 0,70. Alors naturellement, aussitôt, je mets un petit mot à François Mitterrand. Je n'obtiens pas 0,75, j'obtiens seulement 0,70. Et François Mitterrand, souverain, en conclusion du débat sur le projet de loi de finances, a dit, voilà, il y a 2-3 points sur lesquels je souhaite des changements. Ministère de la Culture, 0,75. Et en 1 minute, j'avais obtenu 500 millions de francs de plus.
Il avait une conception très, très monarchique de son destin. Et comme il se posait tout le temps la question « quelle trace vais-je laisser dans l'histoire ?», qui se concluait presque toujours par des bâtiments. Quand on commande un palais à Le Vau et qu'on demande à Lenot de dessiner les jardins, c'est pas très différent de prendre un Chinois des États-Unis, il paye, en lui disant « Tiens, faites donc un peu quelque chose au Louvre ». Un matin, vers 8 h, tôt, avec François Mitterrand, Jacques Lang, Émile Biasini, qui était chargé de la côté de construction, de réalisation des grands travaux, paye un ou deux autres conseillers, donc une toute petite équipe. Et il y avait là une grue et des gros tuyaux de caoutchouc. Et il s'agissait de voir sur le site quelle taille aurait la pyramide du Louvre et à quel endroit on l'inscrirait. Naturellement, son chef-d'œuvre, pour lui, ce qui restera comme son... C'est celui qui n'est pas un bâtiment. C'est le Louvre, qui n'est qu'une traduction fonctionnelle d'un retour à la tradition. L'économie accueille la culture. La culture est considérée comme un secteur très dynamique et de plus en plus important de l'économie. C'est une révolution. Ça entre au cœur de la nation. Il est en train de se réaliser la prédiction d'Hannah Arendt dans La crise de la culture, c'est-à-dire que l'industrie démocratique de la démocratie de masse est par excellence l'industrie du loisir, l'industrie du divertissement, et que cette industrie-là, elle prend l'œuvre, l'art et la culture comme une matière première dont elle va, en le malaxant, le transformant, l'associant à d'autres choses, en faire des produits de divertissement. On arrive à soutenir aussi bien les expressions culturelles déjà soutenues par le marché que les autres. Et quand il faut faire des choix, quel choix on fait? Celui du marché parce que c'est celui du grand nombre, celui du non-marché parce que c'est celui qu'il faut protéger. L'État n'arrive plus à choisir et il n'arrive plus à fonder son choix surtout. Et il y a une crise idéologique majeure de la culture qui est aussi une crise politique, bien sûr.